Récemment, j'ai ressenti le besoin de créer mes propres peintures à l'huile. Donc, dans cette vidéo, je vous montre mon procédé. Tout d'abord, on commence par le matériel. Donc, pour ça, j'ai utilisé un pigment. Donc, n'importe quel magasin de beaux-arts propose en général des pigments en poudre. Le mieux, c'est quand même de prendre des pigments de qualité extra fine en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc, par exemple, moi, j'en ai acheté de Sennelier. Il précise, Sennelier, que les pigments en poudre sont exactement les mêmes pigments qu'ils utilisent pour créer leur peinture extra fine. Donc voilà, c'est quand même un gage de qualité. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. J'ai utilisé également de l'huile de lin clarifiée, une plaque en verre dépoli. Alors j'ai acheté sur le site belge Obilix. Une molette, pareil, achetée sur le même site internet, étant donné que c'était en rupture de stock complet en France au moment où je me suis décidée à l'acheter. Et il faut savoir que cette molette en verre coûte à peu près entre 30 et 40 euros, voire maximum 50 euros. Donc si vous en trouvez des plus chers, sachez qu'il en existe ailleurs moins chers et de la même qualité. Alors j'ai aussi utilisé un tube, enfin il faut des tubes en aluminium vide ou un autre contenant hermétique, donc ça peut être par exemple un bocal en verre qui se ferme. Bon après il faut éviter de laisser trop d'espace entre la peinture et la fermeture du bocal pour éviter que l'air ne soit emprisonné dedans, donc ça risquerait de faire sécher rapidement la peinture. Donc les tubes en aluminium, je les achète sur le Géant des Beaux-Arts. Un couteau à peindre ou plusieurs couteaux à peindre, des équipements de protection individuels, donc ça c'est vraiment assez important. Donc c'est des lunettes qui sont assez couvrantes, ce sont des gants, c'est un masque. Également une seringue ou autre compte-gouttes, c'est pour contrôler le débit et la quantité d'huile que l'on va verser dans notre peinture, et du papier sulfurisé. Alors maintenant, on va pouvoir commencer le broyage du pigment. Donc quand on commence à broyer du pigment, c'est du pigment qui est volatile. Alors il est bon de s'équiper au minimum, à minima pour les pigments qui sont dangereux comme les cadmium et cobalt. Après, pour moi, c'est un équipement total tout le temps, quel que soit le pigment, parce que ça peut aller dans les yeux, c'est volatile, donc c'est pas parce que ça n'est pas dangereux que ça ne va pas créer des irritations par exemple. Donc moi, pendant toute l'étape volatile des poudres, je porte par exemple les lunettes et le masque. Et tout le temps, de A à Z, je vais porter des gants pour protéger mes mains, étant donné que lorsque l'on broie les pigments, il peut y avoir quelques pigments qui rentrent en contact avec la peau. Donc par sécurité, et vu que j'ai une peau qui est très très réactive, et donc voilà, je fais très attention à éviter tout contact avec certaines matières, et donc du coup voilà, les gants c'est tout le temps. Alors pour commencer, j'ajoute tout d'abord, je crée une sorte de puits de pigment sur ma plaque en verre. Donc je dépose le pigment à peu près un quart du pigment de mon pot, à peu près, pas plus, hein, pour éviter d'en faire de trop. Et je crée un petit puits au centre, comme en cuisine, comme quand on fait des gâteaux. Et j'ajoute de l'huile de lin avec la seringue petit à petit. Donc à force, bon, j'en ai fait d'autres avant de faire cette vidéo, donc je suis un peu plus rapide à mettre l'huile, mais si vous n'êtes pas sûr, il faut prendre le temps de le faire. Il vaut mieux une peinture qui est encore trop ferme qu'une peinture trop liquide où vous devez rajouter des pigments plutôt que de l'huile. Donc j'utilise de l'huile de lin. Et pourquoi de l'huile de lin? C'est vrai qu'on peut utiliser n'importe quelle autre huile, hein. Moi, c'est juste l'huile de lin. C'est une huile qui est quand même certifiée et qui a une grande réputation, qui est censée être la meilleure, utilisée depuis la nuit des temps, enfin presque, hein, utilisée depuis des siècles. Elle est transparente, elle est souple, elle a un fort pouvoir cicatif. Certes, il y a l'inconvénient dont tout le monde parle, c'est son jaunissement dans le temps, mais c'est relatif. Est-ce que dans le temps, c'est-à-dire toute notre durée de vie, on va dire, sur Terre, à taille humaine, ça sera toujours avec les mêmes couleurs, ou est-ce que c'est dans le temps, dans 400 ans que ça va jaunir, ou est-ce que c'est dans 3 ans? Donc moi je pense que tout est relatif. Après il y a aussi l'exposition du tableau doit prendre quand même un peu la lumière. Il me semble que certains disent que si on pose un tableau dans une pièce qui est trop sombre,
le tableau aura tendance à jaunir. Après, il suffit de le placer un peu à la lumière pour que ça récupère un peu ses couleurs. Donc ça, c'est ce qui se dit sur le net. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que j'ai pu lire. Donc voilà, c'est à vous de faire votre propre opinion. Après, il faut savoir qu'il y a d'autres huiles qui sont certifiées Beaux-Arts, comme l'huile de cartame, comme l'huile de noix d'ailleurs, comme l'huile d'œillette. Donc ce sont des huiles qui ont tendance, surtout pour l'huile d'œillette et de cartame, à sécher très très lentement, à avoir un pouvoir cicatif un peu moins important que l'huile de lin. Donc voilà, mais c'est l'occasion de créer ses propres peintures d'ailleurs, hein, avec ses propres huiles, si vous souhaitez changer de l'huile de lin traditionnelle. Après, j'ai pu constater que, par exemple, Sennelier fait majoritairement ses peintures à l'huile avec de l'huile de cartame. Donc, comme quoi, vous pouvez tester d'autres huiles. Alors, évitez bien sûr les huiles alimentaires. Ensuite, je reviens à ma cuisine. Donc, après avoir placé dans le puits les huiles, il faut incorporer les pigments à l'intérieur de l'huile. Donc, on travaille au début avec la spatule quand les pigments et les grumeaux sont encore assez grossiers. La texture, petit à petit, doit s'approcher de l'épaisseur désirée. Donc, si c'est trop épais, eh bien, on rajoute encore de l'huile. Attention, on évite d'atteindre la limite de la consistance que l'on souhaite. En général, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec la spatule jusqu'à la consistance qui s'approche en tout cas de ce que je souhaite. Et par la suite, donc je travaille avec la spatule pour quand même éviter tout grumeau. Et une fois que c'est fini, eh bien c'est un travail avec la molette. Je fais des petits ronds, des petits 8, et par moment je viens racler les pigments de ma molette et des côtés pour les remettre au centre. Il faut savoir que la molette, l'utilité, c'est plus d'incorporer en fait l'huile au pigment, de bien enrober le pigment d'huile et qu'il n'y ait pas de petits grumeaux, etc., d'avoir une texture bien fine, enfin bien fluide, pas forcément liquide, hein, mais qu'elle soit homogène partout. Et c'est pas forcément pour broyer, on va dire, de considération ancienne, le pigment, parce que vous n'obtiendrez jamais avec la molette des pigments aussi fins que ce que vous pouvez obtenir avec une machine du commerce, enfin de ce qu'on va vous proposer en tout cas dans le commerce en poudre. Ce sera forcément broyé au maximum de ce qu'il est possible de faire en fait humainement, et d'ailleurs c'est pas les humains qui le créent mais plus des machines. Donc voilà, la molette sert plus à ça. Après, si vous voulez vous tester à prendre des pigments de la terre, donc essayez, mais bon, ça risque d'être un peu grossier ou de vous demander beaucoup de temps. Je sais que la texture me plaît lorsqu'elle se tient. Elle est un peu comme une chantilly. Je parle encore de cuisine, mais c'est exactement ça en fait. On crée une sorte de recette pour avoir la peinture idéale pour nous. Elle est lisse, ma peinture idéale. Elle a une consistance de type juste... Elle est juste idéale pour notre pratique en fait. C'est vraiment, il ne faut pas voir la consistance idéale pour l'un, mais juste pour soi. Donc la mienne, c'est une texture qui est ferme, mais qui reste légèrement fluide. Car mon but à la longue, ce sera petit à petit de limiter l'emploi des médiums, d'avoir une sorte d'atelier assez sain, d'éviter d'utiliser surtout les solvants. Donc je suis assez sensibilisée par les soucis que ça peut créer, les soucis de santé. Donc voilà, j'essaye en fait de trouver quelques alternatives tout en maintenant ma pratique de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'est vrai que ce rendu, on ne peut pas l'égaler autrement. Donc voilà, c'est mon but, mais j'en parlerai certainement dans une autre vidéo. Et donc, pour moi, le broyage, entre guillemets, des pigments me prend environ une demi-heure pour avoir la texture que je souhaite. Il y en a, on va entendre, ils vont broyer pendant 2 heures, mais en général, si vous avez des pigments qui sont déjà broyés de façon extra fine, on n'a pas besoin de trop insister en général. Pour le conditionnement de la peinture, donc j'utilise mon tube vide en aluminium ou un bocal hermétique, mais moi, bon, le tube, je trouve quand même que c'est plus pratique lors de l'usage courant. Et je fais une ligne de mes pigments, un gros tas, mais en ligne, sur un morceau de papier sulfurisé. Donc le but, c'est de faire une sorte de poche à douille, comme en cuisine, encore une fois, et puisque je vais rouler ce papier sulfurisé d'une taille inférieure à la dimension, à la circonférence de mon tube, et je vais pouvoir
l'insérer à l'intérieur de mon tube, donc à l'arrière du tube, et petit à petit pousser vers le fond les pigments. Je fais ensuite sortir l'excédent d'air qui est resté à l'intérieur. J'essuie, donc il faut que ce soit bien propre. Et puis, je commence à plier 3-4 fois le tube de façon bien ferme, en appuyant quand même pas mal pour éviter que le pigment ne coule par la suite par le fond du tube. Donc, et pareil, je retire également l'excédent d'air par le haut en allant tout doucement cette fois-ci pour éviter la projection de peinture. Lorsque j'ai fini tout ça, je peux ensuite noter le nom du pigment sur mon tube. Alors maintenant, vous allez me demander, mais si on trouve des peintures à l'huile dans le commerce, en tube tout fait de façon très correcte, d'excellente qualité, des peintures extra fines, pourquoi s'embêter à broyer ses propres pigments et en faire soi-même, à part pour s'embêter ou pour découvrir pour certains par curiosité. Donc moi personnellement, au début, je ne voyais pas forcément l'utilité de faire moi-même mes tubes de peinture à l'huile parce que je trouvais que les tubes que j'ai achetés, donc j'utilise principalement Sennelier et Rembrandt, enfin surtout Sennelier, et quand je trouve pas chez Sennelier, je vais chez Rembrandt. Et je trouvais que les peintures étaient quand même d'excellente qualité. Après, forcément, si je suis venue à faire mes propres pigments, enfin à broyer mes propres pigments, c'est que j'en ai eu le besoin. Tout d'abord, ça permet de contrôler la composition de ces peintures de A à Z, notamment pour les personnes qui tiennent à créer leur propre médium. Donc, si le médium est créé d'une certaine façon, mais que les peintures, donc l'huile utilisée pour ces peintures-ci, ne convient pas, donc ça permet de créer ses propres peintures avec la bonne huile ou le bon médium en quelque sorte déjà incorporé à l'intérieur. Donc, j'ai l'exemple par exemple des tubes Sennelier qui sont majoritairement composés d'huile de cartame. L'huile de cartame, c'est très bien parce qu'elle a la bonne réputation de ne pas trop jaunir ou de ne pas jaunir du tout, je crois. Mais si ça ne convient pas à la personne, qui veut absolument que son œuvre soit faite de A à Z avec telle huile, donc l'huile de lin de A à Z, eh bien, forcément, créer ses propres peintures sera un atout pour lui. Donc, je pense aussi notamment aux personnes qui font des restaurations d'œuvres anciennes, qui veulent coller au plus près de la composition des médiums et autres utilisés par les anciens et qui vont vouloir du coup créer eux-mêmes le pigment, la peinture. Donc ils vont vouloir faire peut-être de la tempéra aussi, donc avec des œufs et du pigment, etc., etc. Alors, ça permet également de contrôler la toxicité des peintures. Alors, personnellement, j'ai un petit doute. Je ne sais pas si dans certaines peintures, il y a des cicatifs qui sont rajoutés, notamment pour les pigments qui ont la mauvaise réputation de sécher très très lentement par rapport à d'autres. Donc, moi, je ne sais pas, puisqu'il y a certains pigments, lorsqu'on les sent, eh bien, l'odeur n'est pas très naturelle, faut le dire, hein. Ça sent très fort, un peu comme du cirage à chaussures, comme j'ai eu l'expérience avec la terre d'ombre naturelle de Sennelier. Je me suis demandé, mais mince, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été rajouté dedans? Donc, et ça embaume dans toute la pièce. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le pigment qui sent ainsi ou si c'est des ajouts dont on n'est pas du tout au courant car ce sont des recettes secrètes qui ont été rajoutées donc, et qui sentent fort. Donc encore une fois, ça rejoint le fait de pouvoir contrôler aussi la composition de ces peintures, mais aussi contrôler la toxicité, puisque bon, si d'un côté je fais attention à ne pas utiliser de solvant, mais qu'à côté de ça mes peintures en contiennent, bon ça va pas non plus dans ce cas-là. Ça permet aussi, et là c'est la recherche aussi que j'ai faite, d'avoir une texture particulière dès la sortie du tube. Donc par exemple quelqu'un qui va dire ok, je vais faire que de la peinture à la prima et pour ça, eh bien j'ai pas besoin d'utiliser de médium. Donc dans ce cas-là, pour la peinture à la prima, mis à part s'il peint directement au couteau, mais s'il souhaite faire ceci au pinceau, ce sera quand même plus agréable de peindre avec une peinture qui est un peu plus fluide, même si elle est ferme, mais qui n'accroche pas le pinceau et qui ne racle pas la toile lorsque l'on peint avec. Donc ça permet de créer une texture, la texture qui est recherchée, la texture idéale pour le peintre.
Créer ses propres peintures, ça permet aussi d'incorporer, les médiums qui sont différents. Donc, on peut utiliser bien entendu pour la peinture à l'huile, de l'huile traditionnelle, de l'huile de lin, de l'huile de layette, de l'huile de cartame et cetera, de l'huile de noix. Mais aussi, donc il y a des médiums un peu plus récents comme l'alkyd, on peut utiliser aussi la tempéra et éventuellement créer de l'aquarelle avec de la gomme d'arabique, créer de l'acrylique avec du gel liant acrylique et ainsi de suite, ou créer ses peintures avec son propre médium fait maison. Dernière chose, c'est que lorsque l'on crée ses propres peintures à l'huile, je vous déconseillerais de créer toute une panoplie de pigments différents ou de créer des mélanges avant que vous mettez dans les tubes, etc. Le but, c'est d'avoir quand même une palette limitée, en fait. C'est une palette d'usage courant et non pas une palette que vous trouvez dans le magasin avec une vingtaine ou une trentaine de tubes différents. Donc là, vous n'allez pas vous en sortir et au bout d'un moment, en fait, il n'y a pas forcément de plus-value. En général, c'est mieux quand même de se limiter à un certain nombre de tubes. Donc moi, par exemple, je me limite à 10, réellement avec des couleurs indispensables que vous allez utiliser pour toutes vos compositions en général. Donc ça va être que ce soit du portrait, du paysage, etc. Vous allez utiliser toujours les mêmes couleurs. Et par contre, si vous souhaitez des couleurs qui sortent un peu du commun, qui sortent du lot, pour donner des fois un peu de peps à tel ou tel tableau en particulier, ben, dans ce cas-là, pourquoi pas acheter un tube de couleurs de façon occasionnelle. Donc moi c'est le cas par exemple pour les turquoises par exemple, c'est des couleurs qui sont assez dures à atteindre avec des mélanges, donc voilà pourquoi pas les acheter. Mais le turquoise c'est pas quelque chose que j'utilise dans toutes mes peintures, donc je vois pas l'utilité de broyer, de prendre le temps, de mixer, etc., l'huile et le pigment, et tout ça pour utiliser que de temps à autre cette couleur-ci.